Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler de cyclisme, on va parler du Tour d'Italie, du Giro. Et oui, ça commence samedi déjà le Tour d'Italie avec un contre-la-montre, un parcours qui n'est pas extrêmement difficile, mais on va pas faire un point sur le parcours, on va surtout faire un point sur les participants équipe par équipe de ce Tour d'Italie. Alors je rappelle, nous avons 22 équipes sur ce Tour d'Italie, les 18 du World Tour et 4 équipes invitées de Continental Pro, 3 équipes italiennes et une équipe israélienne. Et on commence tout de suite. J'ai décidé d'utiliser la starting list qu'on a de la part du Giro, donc avec le numéro 1, 2, 3 voilà, par équipe. Et donc la première équipe sur cette starting list, c'est l'équipe Movistar. Movistar qui a des ambitions cette année quand même sur le Giro. Tourné autour de son leader Mikel Landa. Alors Mikel Landa, plutôt performant depuis le début de saison malgré qu'il s'est fait la clavicule. C'était en tout début de saison, il a quand même été 7ème de Liège-Bastogne-Liège. Plutôt un concurrent intéressant, Mikel Landa. Et puis qui sera très bien entouré dans cette équipe. Amador, Richard Carapaz, Carretero, Masbonet, Antonio Pedrero. On a une équipe vraiment tournée autour de Mikel Landa avec comme lieutenant André Amador qui est un excellent lieutenant. Donc c'est une équipe qui va vouloir jouer le général avec un coureur Mikel Landa qui a déjà été performant sur le Giro. Troisième, c'était en 2015. Il a été également leader du classement de la montagne quand il était du côté de la Sky. Même si, voilà, Landa, il a eu du mal depuis son arrivée chez Movistar, mais j'ai l'impression qu'il commence à être performant avec l'équipe et qu'il devrait s'en sortir avec la Movistar. Deuxième équipe au niveau des numéros de dossard, c'est AG2R La Mondiale, l'équipe française, qui partira avec plusieurs cartes sur ce Giro. Alors, on jouera le général ou au moins voilà, les étapes de montagne. C'est une équipe qui est tournée autour de la montagne, mais il n'y a pas forcément un leader qui se détache précisément de cette équipe. Alors certes, le dossard 11 sera porté par Tony Galopin. Tony Galopin qui a fait une bonne Vuelta l'année dernière. Voilà, il avait remporté une étape et fait un bon classement au général. Tony Galopin qui depuis l'année dernière vraiment vise beaucoup plus les grands tours qu'auparavant. Malgré tout, est-ce qu'on peut en faire un leader? Il n'a jamais couru le Giro, c'est sa première participation en 10 ans de carrière. Donc voilà, je pense que AG2R sait qu'ils ont peut-être un bon leader, mais on mise quand même pas tout dessus. Alors il sera accompagné d'Alexis Vuillermoz, un autre coureur intéressant, Alexis Vuillermoz, qui lui a déjà fait le Giro. Je crois qu'il a même déjà fait un top 15 sur le Giro, Alexis Vuillermoz. Un concurrent donc intéressant dans cette équipe et qui sera là pour jouer des étapes, peut-être pour épauler Tony Galopin. C'est qu'Alexis Vuillermoz, il y a quand même des contre-la-montre sur ce Giro qui devraient lui faire perdre du temps. Donc Galopin dans cet exercice-là me semble un peu meilleur. Et puis ne pas oublier un troisième coureur qui certes n'est pas aussi connu que les deux autres, mais a une expérience du Giro et du Tour d'Italie assez importante. C'est Hubert Dupont qui a déjà fait un top 10 sur le Tour d'Italie, qui l'année dernière je crois avait fini dans le top 20. Un coureur intéressant, Hubert Dupont. Donc voilà, on aura une équipe qui sera costaud, qui voilà, aura des coureurs qui seront très intéressants. Il n'y aura pas forcément une seule carte dans cette équipe. Alors là, on a parlé on va dire des trois coureurs les plus forts, mais les équipiers sont également très intéressants. François Bidard, Nico Dens, là c'est intéressant aussi. Ben Gastower. Et puis deux coureurs qui ont un peu moins l'expérience des grands tours, Geoffrey Bouchard et Nance Peters. Mais voilà, une équipe intéressante pour ce Giro, et c'est bien de voir des équipes françaises qui mettent des grosses équipes sur le Giro, parce que souvent c'était un peu le grand tour qu'on délaissait dans les équipes françaises
Ça a toujours été un tour un peu moins couvert que le Tour de France, bien entendu, mais des fois même que le Tour d'Espagne. Donc là, c'est intéressant de voir des grosses équipes présentes au départ. Troisième équipe, première équipe Continental Pro, c'est l'équipe Androni Giocattoli. Sidermec, hein, on va faire tous les sponsors. Équipe assez intéressante déjà parce qu'elle a des très bons coureurs, hein. C'est une équipe solide, Androni Giocattoli, c'est peut-être la meilleure équipe italienne en ce moment, devant la Bardiani qui participera également à cette course. Un sprinter, Francesco Gavazzi. Alors c'est pas le meilleur sprinter du peloton, mais il sera bien entouré avec Belletti, qui devrait bien le lancer. Et puis bon, il y a des coureurs. Il y a Matteo Montaguti également, puncher, enfin voilà, qui a une bonne pointe de vitesse également pour le lancer. Puis moi, il y a un coureur qui m'intéresse également dans cette équipe. C'est Fausto Masnada, très en forme depuis le début de saison. Masnada, on l'avait vu en échappée sur Milan-San Remo. Il a également remporté 2 étapes sur le Tour des Alpes, qui est un petit peu une course de préparation organisée par RTS, hein, qui organise également ce Giro. C'était avant le. Je sais plus comment quel nom avait cette course. C'est qui se déroule toujours pendant les classiques ardennaises. C'était le Tour du Trentin, voilà. Avant. Maintenant, ça s'appelle le Tour des Alpes. Mais ça a été 2 étapes sur le Tour des Alpes, la 3e et la 5e. Donc c'est un coureur qui est en très grande forme. C'est un coureur qui est motivé, qui a déjà fait un Giro 26e l'année dernière. Il reste jeune, hein, 25 ans je crois, Fausto Masnada. Mais voilà, c'est un coureur intéressant, mais c'est une équipe avec des coureurs d'expérience et des jeunes. On a Mattia Cataneo, ça c'est de l'expérience. Belletti également, je disais. Marco Frapporti. Et puis Andrea Vandram, un peu plus jeune. Mais c'est une équipe qui me semble intéressante. Elle va jouer les coups, les étapes. Lors des étapes de montagne, ils vont tenter les échappées. Et puis tenter les sprints avec Gavazzi. Et puis dans des étapes peut-être un peu plus vallonnées. Voilà, mais pas non plus extrêmement difficiles. Masnada pourrait faire le taf. Donc une équipe intéressante pour Androni Giocattoli, Sidermec. On passe maintenant à Astana. Astana qui a un leader, là c'est très clairement désigné. Toute l'équipe sera tournée autour de ce coureur. C'est Miguel Ángel Lopez, le Colombien, qui avait été assez étincelant, hein, sur la fin du Giro l'année dernière. Il avait fini 3e et meilleur jeune. Il avait également fait de très belles performances l'année dernière. Cette année, il a déjà, je reprends un petit peu son palmarès, il a déjà fait des très bonnes choses, hein. Il a remporté le Tour de Colombie, également le Tour de Catalogne avec la 4e étape, et puis il a même été 2e du championnat de Colombie du contre-la-montre. Derrière, je pense, Bernal, enfin voilà, dans ces eaux-là. Donc, c'est un excellent coureur. C'est un coureur qui, on sait, tient 3 semaines. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à gérer la pression ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. L'année dernière, ça s'était quand même plutôt bien passé. Alors, l'équipe tournée autour de Lopez, il a des sacrés lieutenants quand même, Lopez, cette année, quand on regarde l'équipe. Pel Bilbao, Manuele Buaro, très bon coureur, l'italien. Dario Cataldo, très bon coureur quand il était à la Sky, très bon lieutenant. Jan Hirt, là encore, c'est du coureur de qualité. Yonis Aguirre, et David Villela et André Zeitz. Villela peut-être pour quelques arrivées en sprint. Je ne pense pas sur la première semaine, mais en fin de Giro, il y a 1 ou 2 étapes qui sont un peu plus plates. Donc là, il y aurait peut-être quelque chose à jouer du côté de Villela. Mais c'est une équipe qui est tournée autour de Lopez, de Miguel Ángel Lopez. Ça, c'est clair et net. Et il fait partie des favoris de toute façon pour ce Giro, le Colombien. Nouvelle équipe avec un grand leader pour le général, bien entendu, c'est la Bahreïn Merida avec Vincenzo Nibali. Alors le requin de Messi, on ne parle plus au niveau de son palmarès. Il a remporté les 3 grands tours, c'est l'un des rares dans le monde qui peut dire avoir remporté les 3 grands tours, le Tour de France, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Le Tour d'Italie, il l'a même remporté 2 fois, c'était en 2013 et 2016, donc c'est un coureur performant. Malgré tout, son palmarès en 2019 n'est pas exceptionnel. 8e de Milan-San Remo qu'il avait remporté l'année d'avant. 8e également de Liège-Bastogne-Liège. Et puis 3e du dernier Tour des Alpes. Donc c'est pas le grand Nibali depuis le début de saison, mais il faut toujours se méfier de Nibali.
qui peut revenir un petit peu de nulle part et peut remporter de très très bonnes courses. Il est très bien entouré quand même dans cette équipe. Tout d'abord, il aura un lieutenant qui pourra faire office de leader si Nibali n'était pas en très grande forme. C'est Domenico Pozzovivo. Alors, il s'est remis de sa chute sur la Flèche Wallonne, une chute assez importante à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Voilà, donc il s'était c'était bien ouvert sur cette chute. Donc Pozzovivo est là, on verra sur les premiers jours si il a du mal à suivre. Mais l'avantage de ce Giro, c'est que les 10 premiers jours de course ne sont pas extrêmement compliqués. Il faut attendre bien la 12e ou la 13e étape, je crois me rappeler, pour voir vraiment la première journée extrêmement difficile. On aura quelques arrivées au sommet, mais pas vraiment d'étapes très complexes. Donc ça peut permettre de monter en puissance au fur et à mesure des jours. Bon, avec lui également Damiano Caruso, Christian Koren, là des lieutenants habituels. Son frère, Antonio Nibali, ça c'est un peu plus rare. Domen Novak, là aussi, pas forcément un lieutenant habituel. Et puis Hermann Pernsteiner et Luca Pibernik. Bon voilà, une équipe quand même plutôt solide du côté de la Bahrain Merida qui devrait bien entourer Vincenzo Nibali pendant ces 3 semaines de course. Deuxième équipe Continental Pro invitée, deuxième équipe italienne, c'est la Bardiani CSF. On fait tous les sponsors. Bon, pas une grosse équipe pour la Bardiani. L'idée sera de récupérer des échappés. Bon, le leader c'est Enrico Barbin, mais voilà, il n'y a pas un coureur qui sort du lot. C'est que des coureurs italiens, Giovanni Carboni, Luca Covilli, Mirko Maestri. Mais est-ce qu'il a encore le potentiel qu'il avait il y a quelques années? J'ai des doutes. Umberto Orsini, Lorenzo Rota, Manuel Seni. Coureur quand même intéressant, Manuel Seni, mais encore une fois ce sont des coureurs, des baroudeurs, il n'y a pas forcément un leader pour le général. Et puis Paolo Simeone pour conclure. Donc l'idée est de prendre les échappées, puis pourquoi pas, comme on dit, sur un malentendu, on peut faire quelque chose pour le général, mais normalement, ce n'est pas une équipe qui devrait extrêmement bien performer pendant ces 3 semaines de course. On passe à la Bora Hansgrohe, l'équipe de Peter Sagan, mais Peter Sagan ne vient pas sur ce Giro, donc c'est l'autre leader de l'équipe. Le leader au niveau de la montagne, c'est Rafał Majka, le Polonais, qui n'est pas venu sur le Giro depuis 2016. C'est un coureur qui connaît la course, c'est un coureur qui a débuté en Italie sur les courses italiennes, Majka. Après, Majka, ces dernières années, on ne peut pas dire qu'il nous ait impressionné au niveau de son palmarès. Même en ce début de saison, il est placé, il fait des top 10, mais il n'est pas forcément vainqueur de grandes courses. Donc, est-ce qu'il peut jouer vraiment la victoire générale? Je ne sais pas. Après, il pourra faire un top 10, ce qui est quand même intéressant pour son sponsor. Mais il a quand même, pour une fois, il est bien entouré. C'est vrai que souvent, Majka, depuis qu'il est à la Bora, il devait cohabiter avec Peter Sagan dans les équipes, dans les courses qu'il a faites. Donc souvent, il se retrouvait être un peu seul en haute montagne. Et c'est pour ça qu'il jouait plutôt les étapes plutôt que le général. Là, c'est vrai qu'il a une équipe qui me semble assez intéressante. Donc on a Pascal Ackermann, l'allemand, Cesare Benedetti et Davide Formolo. Formolo, très performant sur Liège-Bastogne-Liège. Jay McCarthy, Pavel Polianski, Michael Schwartzmann et Rudiger Selig. Donc des coureurs, Selig a fait toute la campagne des classiques flandriennes. Schwartzmann, on l'a également vu depuis le début de saison. Jay McCarthy, coureur intéressant, coureur d'expérience. Et puis Formolo, très présent sur Liège-Bastogne-Liège. Donc ça peut être intéressant pour la Bora Hansgrohe qui a des coureurs qui, me semble, sont performants et devraient plutôt faire une bonne course. Donc pourquoi pas cette année pour Rafał Majka faire un grand Giro. Après, c'est vrai que le problème du coureur polonais, c'est qu'il n'est pas très bon sur le contre-la-montre. Et quand on a 3 contre-la-montre, dont un le dernier jour, ça me semble un peu complexe pour le coureur polonais. Mais après, ça dépend également de l'état de forme. Sur un dernier jour de course, donc ça peut être intéressant pour Rafał Majka. Équipe avec les dossards qui commenceront par un 7. C'est l'équipe CCC.
L'équipe qui est désormais polonaise, qui est l'ancienne équipe BMC, mais en sachant qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont partis de cette équipe. Bon, depuis le début de saison, je dis que cette équipe n'a pas vraiment un effectif de World Tour, et bah ça, on le voit également sur cette course, c'est-à-dire que c'est un effectif qui ressemble énormément par exemple à la Bardiani, par exemple. Androni Giocattoli, je trouve un meilleur effectif quasiment que CCC. Donc le leader au niveau des chiffres, hein, c'est Amaro Antunes. Bon, pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit un coureur qui soit capable de faire un très grand, enfin trois bonnes semaines, mais bon, pourquoi pas. Joseph Cerny, Victor Delaparté, ça me semble un peu limité quand même pour faire de la haute montagne. Camille Gradec, Jakub Mareczko pour les sprints. Après, l'année dernière, il avait fait un bon Giro Mareczko, donc pourquoi pas cette année. Lukas Ovzian, j'espère que je prononce bien, le polonais. Et puis deux coureurs d'expérience, le 78 déjà, Ventoso. Alors là, on est sur un coureur qui a 38 ans, quelque chose comme ça, Ventoso. Hein. Il a une carrière incroyable. Il est passé pendant très longtemps à la Caisse d'épargne Movistar. Depuis quelques. Voilà, maintenant il est chez CCC. Et puis la recrue de cette saison qui pourrait jouer le général, c'est Laurens Tendam. Malgré tout, Tendam, la difficulté pour lui sur ce Giro, c'est que la plupart des difficultés se concentrent quand même sur la dernière semaine de course. Et Tendam, en termes de récupération, c'est pas le top. Hein. Tendam, il aime pas trop les troisièmes semaines. Bon, ce qui est un peu drôle pour un coureur de grand tour, donc ça me semble compliqué pour lui de faire mieux qu'un top 10, hein, que faire mieux que 7 ou 8 de ce Giro. Après, on ne sait jamais si les conditions climatiques sont difficiles. Ça peut provoquer des écarts importants et éliminer beaucoup de coureurs de la victoire finale. Mais CCC, pour eux, c'est... il y a des sprints avec Mareczko, il y a peut-être le classement général avec Tendam, mais bon, il y a peut-être des coureurs qui tenteront des échappées comme Delaparté par exemple. Parce que sinon, ça me semble compliqué pour eux de réussir ce Giro. Eh bien, on arrive à une des équipes qui a le plus gagné depuis le début de saison. C'est l'équipe de Koninck Quick-Step, l'équipe sur cette course d'Elia Viviani, le coureur italien, le champion d'Italie en titre, le vainqueur du maillot de meilleur sprinter l'année dernière, enfin du maillot à points sur le Giro, donc plutôt un coureur performant. Après Elia Viviani, depuis le début de saison, il nous a fait des débuts de saison, il a fait un début de saison canon. Puis depuis le mois de mars, j'ai l'impression qu'il a un peu du mal. Si je regarde son palmarès, donc première étape du Down Under, il a également gagné la Cadel Evans Great Ocean Road Race, donc ça c'est au mois de janvier. Cinquième étape de l'UAE Tour au mois de février. Troisième étape de Tirreno, c'était tout début du mois de mars. Troisième des 3 jours de Bruges, enfin des 3 jours de la panne, je ne sais plus comment on doit l'appeler maintenant cette course. Mais c'est pas du grand Viviani, hein. Il a eu des débuts de saison un peu meilleurs, et puis on sent qu'il est vraiment en difficulté depuis le mois de mars. Ce n'est pas le seul leader de l'équipe belge, on aura également Bob Jungels. Bob Jungels, le coureur luxembourgeois, coureur très performant, Bob Jungels, qui est plutôt, qui sait faire des très très grandes courses. On aura également, ce seront les deux leaders de l'équipe. Il y aura peut-être, en cas d'échec de Bob Jungels, la capacité de remettre le leadership pour le général Eros Capecchi, mais qui me semble quand même plutôt là en tant que lieutenant de Bob Jungels. Après, c'est une équipe qui est partagée entre avoir des coureurs pour aider Viviani pour le sprint et avoir des coureurs pour aider Bob Jungels, ce qui fait que dans les deux cas, ils n'ont pas une équipe qui est idéale. Il manque des coureurs pour faire un train complet pour Viviani, parce que il y a Florian Sénéchal, mais il me semble un petit peu seul dans cette équipe pour l'aider. Alors certes, Sénéchal après peut abattre un travail phénoménal dans le dernier kilomètre, mais que ça me semble quand même limité. Et puis du côté de la montagne, c'est pas non plus top, parce que il y a James Knox qui a fait des très bonnes courses ces derniers temps. Peter Seri, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où le mettre. Fabio Sadatini, c'est aussi pour Viviani. Donc on a une équipe vraiment partagée entre les deux. Il y a quasiment 4 coureurs sprint pour Viviani, et puis 4 coureurs montagne avec Capecchi et Jungels. Donc ça semble quand même compliqué pour faire une course de qualité
pendant 3 semaines, mais pourquoi pas, après, des fois ça peut marcher. Et puis Baumingers, il faut faire attention parce que c'est un coureur qui a tendance à faire des fois des erreurs stratégiques. Il veut courir tous les lièvres à la fois, donc... et puis est-ce qu'il n'a pas perdu un petit peu en haute montagne? On l'a vu très performant au niveau du contre-la-montre, donc... Voilà, il y a des questions autour de la Deceuninck Quick-Step avant ce Giro. On passe maintenant à une équipe qui est plutôt étonnante depuis le début de saison, c'est EF Education First, qui fait plutôt de bonnes courses, je trouve, plutôt présente dans les finales des courses que nous avons vues depuis le début de saison. Après, ça gagne pas toujours pour l'équipe américaine. Équipe tournée autour du sprinter italien Sacha Modolo. Bon, pas très performant depuis le début de saison, Modolo, on l'a pas vraiment vu en très grande forme. Et puis après, on a deux coureurs qui pourraient jouer le général, Joseph Lloyd Dombrowski, mais bon, ce qui me semble quand même limité en haute montagne, l'américain. Pas négliger également l'estonien Tanel Kangert, alors qui était très performant chez Astana, et puis depuis il y a un peu plus de difficultés, mais voilà, une équipe qui aura également dans ses rangs Nathan Brown, Jonathan Caicedo, Hugues Carty, donc là encore des coureurs des attaquants vraiment, voire même des baroudeurs, et puis Morena Offland pour aider Modolo, et Julius Vandenberg. Donc c'est une équipe là encore comme la Deceuninck Quick-Step, on se partage entre sprinteurs et grimpeurs. Je suis pas sûr que ça fasse un bon mélange, mais bon, on verra ce que ça donne pour EF Education First. Surtout que Modolo, l'année dernière, sur le Giro, il n'avait pas été très performant. Il n'avait pas remporté d'étape, l'Italien, donc on attend mieux chez EF Education First du coureur italien. Deuxième équipe française au départ, c'est la Groupama FDJ, et là, on est tourné autour du sprint. C'est tout pour Arnaud Démare, le français, pas très performant sur la campagne de classique, hein, Arnaud Démare, assez inexistant sur Milan-San Remo, sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix, malgré le fait que sur Paris-Roubaix il n'avait pas de problème technique cette année. Donc on ne sait pas trop l'état de forme d'Arnaud Démare. Lui, j'ai lu une interview de lui dans le journal L'Équipe où il indiquait que il avait mis de côté entièrement cette phase des classiques et qu'il était passé à autre chose, mais bon, il s'avère que est-ce que c'est vrai, c'est la question qu'on peut se poser. Le leader de l'équipe, cette année donc il ne fait pas le Tour de France, hein, c'est Thibaut Pinot qui fait le Tour de France. C'est une équipe qui ces dernières années avait plutôt été très performante, donc là on attend la même chose pour la Groupama FDJ, mais dans une autre philosophie, philosophie du sprint, mais on sait que les 10 premiers jours de course sont quand même très plats. Arnaud Démare qui sera entouré de ses lieutenants habituels. On a une équipe complètement tournée vers lui avec Jacopo Guarnieri, son poisson pilote, Ignatias Konovalovas, Olivier Legac, et puis deux coureurs, on va dire, qui pourront jouer également. Pourquoi pas des coups dans les étapes de montagne en partant de loin, Tobias Ludvigsson et Valentin Madouas, 8e de l'Amstel. Et puis deux autres coureurs, Miles Scottson et Ramon Stilkendam. Je ne sais pas pourquoi on m'a mis le 209 pour Stilkendam sur la start list, mais je pense qu'il aura le 108. Il n'y a que 8 coureurs par équipe. Ils se sont trompés d'époque. Mais voilà, une équipe tournée autour du sprint. Pour Arnaud Démare, ça complètement, et ça devrait plutôt bien marcher pour le coureur français. Troisième équipe Continental Pro invitée sur ce Giro, c'est l'équipe Israel Cycling Academy, qui était déjà présente l'année dernière, qui avait plutôt fait un bon Giro avec le départ depuis Tel Aviv. C'était Tel Aviv, c'était départ depuis l'Israël, mais avec 3 étapes en Israël, ça n'avait pas été très intéressant au niveau du parcours, mais bon. Cette année, c'est pas plus intéressant malgré le fait qu'on part d'Italie. Alors, dans cette équipe, on aura des baroudeurs et puis des coureurs qui joueront les sprints. Déjà avec l'un des anciens équipiers d'Arnaud Démare, Davide Cimolai, qui est capable de faire des top 10 régulièrement sur les étapes, voire mieux. Il y aura également Guillaume Boivin, le Canadien. J'aime bien ce coureur, même si depuis quelques saisons, il a un peu du mal, Guillaume Boivin. On s'attendait à mieux, même l'année dernière, quand il est passé chez Israel Cycling Academy de la part de Guillaume Boivin. Donc, pas forcément excellent depuis le début. Et puis des coureurs qui seront là pour tenter des échappées, pour tenter des coups.
Voilà, bon, on a un Érythréen avec Andam Eskel, Connor Dune, Chris Neyland, qui sera là également pour aider Chimolai et Boivin, Ruben Plaza, Guy Sagiv, l'Israélien, qui sera là pour tenter des coups des échappées les premiers jours, et puis Christian Sbaragli, l'Italien. Donc vraiment tourner autour du sprint, autour de Chimolai, de Boivin, qui seront... ouais, ça sera même difficile de savoir lequel des deux sera leader. Je pense que c'est plutôt Chimolai, mais si Chimolai a des mauvaises jambes, peut-être qu'on laissera sur certaines étapes Boivin tenter des choses. Et on passe maintenant à une nouvelle équipe tournée vers le sprint. C'est l'équipe Lotto Soudal, tournée autour de Caleb Ewan, l'Australien. Caleb Ewan qui a un peu la particularité de n'avoir jamais vraiment performé sur les grands tours. Il n'a qu'une victoire d'étape sur le Giro, et ça remonte à 2017. Je crois qu'il a toujours abandonné même lors des grands tours. Alors que pourtant c'est un coureur qui passe plutôt bien les bosses. Alors c'est pas le plus grand sprinter pour passer les bosses, mais il a l'avantage d'avoir un gabarit, il est très petit, hein, donc il a peu de poids, donc c'est un avantage, c'est que dans les côtes il a peu de poids à déplacer, voilà, donc ça le permet d'être performant dans les côtes. Cette année il est enfin leader dans cette équipe, donc voilà, il devrait performer, je pense, beaucoup mieux. Il est bien entouré. Les anciens lieutenants d'André Greipel sont encore là. On a Victor Campana-Hertz, champion d'Europe du contre-la-montre et nouveau détenteur du record de l'heure. Jasper de Beust, Thomas de Rent, Adam Hansen, Thomas Marchinski, Jelle van Andert pour tenter des échappées, le coureur belge. Et puis Tosh van der Sande, donc vraiment une équipe performante pour la Lotto Soudal, mais tournée autour de Caleb Ewan. On verra comment il arrive à gérer la pression, le petit sprinter. On passe à la dernière équipe invitée, la Nippo Vinifantini Faisane. Fait tous les sponsors dans le bon ordre. Équipe, bon, il n'y a pas vraiment un leader qui se dessine dans cette équipe. Il y a Marco Canola, mais bon, c'est pas pour le général. Voilà, c'est surtout une équipe qui sera là pour tenter les échappées. De bons coureurs, hein, quand même. Hein. Je dirais que le deuxième leader, c'est peut-être Juan Roselo Bato. Voilà, mais bon, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des très grands coureurs qui puissent tenter des choses. On aura donc Nicolas Badjoli, Damiano Sima, Juan Roselo Bato, Hiroki Nishimura, le japonais, Giovanni Lonardi, Alejandro Osorio Carvaral, le Colombien, et Ivan Santaromita, l'Italien, un coureur d'expérience. Ivan Santaromita, il doit avoir une quinzaine de Giro maintenant à son actif, lui qui a été coureur à la BMC par exemple, Santaromita, donc c'est un coureur d'expérience, mais ça manque d'un vrai leader, ça manque d'un vrai coureur qui est capable de jouer quelque chose, que ça soit au général ou que du côté des sprints. Donc il faudra tenter les échappées pour Nippo Vinifantini pour récupérer des lauriers. On passe tout de suite à la Team Ineos. Donc, normalement, ça devait être le favori de ce Giro, Egan Bernal, mais il s'est blessé. Donc, désormais, les deux leaders dans l'ancienne équipe Sky, c'est Tao Geoghegan-Hart. J'arriverai jamais à le dire son nom au britannique. Et puis, Pavel Sivakov, très bon coureur chez les jeunes Sivakov. Qui a peut-être un peu plus de mal à percer chez les seniors que Egan Bernal, mais qui a vraiment un gros potentiel, les gars, qui en tant que leader peut vraiment faire un très bon classement. Et puis ensuite on a c'est pas la grosse équipe, comme on voit, c'est pas l'équipe qu'on aura sur le Tour de France. Il y a Sébastien Henao. Bon voilà, c'est des équipiers mais pas forcément des vrais lieutenants. On aura également Christian Knies, le meilleur ami des coureurs français, des coureurs des équipes françaises, légèrement raciste, notre ami Jamie Moscon, Jonathan Narvaez, l'équatorien, Salvatore Puccio, et je ne sais plus qui a remplacé Egan Bernal, mais c'est aussi un coureur qui sera là en tant qu'équipier. Donc pas forcément une grosse formation du côté de la Team Ineos, mais il faut toujours faire attention à cette équipe de toute façon sur tous les grands tours, parce qu'ils ont toujours, avec Pavel Sivakov, je pense un coureur qui est capable de faire une très grande course. On continue avec les leaders et avec l'homme qui a dominé le début de saison. C'est bien entendu Primož Roglič dans la team Jumbo-Visma, vainqueur du Tour de l'EAE, vainqueur du Tour des Alpes.
Il a fait 3 courses, il les a toutes remportées. C'est pas compliqué. Alors, on ne l'a pas vu sur les plus grandes courses World Tour, mais il a un palmarès depuis le début de saison qui est. Il a remporté également Tirreno Adriatico. Voilà, j'avais oublié la troisième. Donc, il a très peu de jours de course. C'est-à-dire qu'il doit être à 20 jours de course. Donc, il va arriver avec beaucoup de fraîcheur avant ce Giro. Après, il n'a pas la plus grosse équipe autour de lui. Ça, c'est un peu dommage. Il lui manque par exemple un Stefan Kruijswijk. Ça, c'est un peu dommage. Il sera bien entouré sur le plat. Par contre, en montagne, il risque de se retrouver seul très rapidement. Alors, il aura Cohen Bouvman, Laurens De Plus, Sepp Kuss, Thomas Laser, Paul Martens. Bon coureur, Paul Martens, par contre. Mais c'est un peu seul. Et puis, Van Toluk, pardon. Alors, faire attention à Toluk. Très bon coureur aussi. Qui pourra l'aider, mais voilà, ils sont un peu seuls comme dans cette équipe. Et puis Josh Van Anden, faire attention à Josh Van Anden pour les contre-la-montre, devrait donner de bons renseignements à Primoz Roglic. Et on sait que Primoz Roglic adore les contre-la-montre, même s'il ne nous l'avait pas vraiment montré lors de la dernière, avant-dernière étape du Tour de France l'année dernière. Mais là encore, on a un gros leader dans cette équipe Jumbo-Visma, donc on s'attend à ce qu'il soit très performant dans cette équipe, et Primoz Roglic est le favori, je pense, avec avec le forfait d'Egan Bernal de ce Giro. Nouvelle équipe de leader, c'est la team Katusha Alpecin, qui est désormais suisse depuis quelques saisons, c'est plus russe, mais le leader, lui, est bien russe. C'est Ilnur Zakarin. Alors Zakarin régulièrement dans le top 10 du Giro, régulièrement dans le top 10 des grands tours, mais toujours un peu décevant, c'est-à-dire qu'on le voit toujours pouvoir aller dans les top 5, peut-être aller chercher des victoires sur les grands tours, et puis il a souvent un jour sans, où il a une chute un peu bête en première semaine qui l'handicape, qui lui fait perdre du temps. C'est pas forcément le coureur qui sait le mieux le placer dans un peloton, donc il n'a pas un palmarès très important pour le moment, Zakarin, mais c'est un bon coureur. Par contre, faire attention parce qu'il y a quand même 3 contre-la-montre, et les derniers contre-la-montre qu'il a fait, Zakarin, c'était pas fameux. Par exemple, le contre-la-montre du Paris-Nice, il était vraiment très 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 loin, il était quasiment dans les mêmes temps que Romain Bardet, donc c'était assez étonnant, mais il a peut-être perdu beaucoup de potentiel dans ce domaine-là. Après, équipe tournée autour de lui avec Bataglin, avec Pavel Kochetkov, Vyacheslav Kuznetsov, pardon, Daniel Navarro Garcia, Dimitri Straikov, et puis également Mats Schmitz-Wurth, mais là qui sera également là pour aider peut-être Jens de Buschkereux, le Belge, qui jouera les sprints, même s'il n'a pas un train complet, loin de là, mais bon, c'est un coureur qui a quand même une bonne pointe de vitesse, et puis qui est un bon coureur de classique, de Buschkereux, donc il devrait également bien entourer Zakarin, peut-être sur les étapes de plat, et lui permettre d'éviter de perdre du temps comme les années précédentes lors des premières semaines de course. Donc, on verra ce que ça donne du côté de la team Katusha Alpecin, mais il faut toujours faire attention à Zakarin. On arrive dans les 3 dernières équipes de ce Giro. La team Sunweb, avec Tom Dumoulin, le néerlandais, très bien entouré de Tom Dumoulin. Là, il n'y a pas à faire. Il est mieux entouré même que certaines années sur le Giro. Lui qui a fait deuxième du dernier Tour de France, qui fera également le Tour de France, Tom Dumoulin. Bon, il aura avec lui Jan Bakeland, l'ancien lieutenant de Romain Bardet, Chadaga, Christopher Hamilton, Jay Hindley, Sam Oomen, le néerlandais, très gros potentiel Sam Oomen, Rob Power, et puis Louis Vervaeke, le belge. Donc vraiment une équipe un peu meilleure que les années précédentes, la Sunweb, en haute montagne, même s'ils ont perdu Tendam qui a rejoint CCC. Ça devrait plutôt bien marcher pour le coureur néerlandais qui fait partie des favoris avec Primoz Roglic, même si depuis le début de saison, on ne peut pas dire que Tom Dumoulin nous ait impressionné sur les courses auxquelles il a participé. Avant-dernière équipe, la Trek Segafredo, l'équipe américaine. Alors, la Trek Segafredo, c'est une équipe qui n'aura pas forcément leur leader numéro 1, qui est Richie Porte, qui lui se prépare pour le Tour de France. Malgré tout, ils ont Bok Mollema. Alors Bok Mollema, là encore, beaucoup de difficultés lors de la dernière semaine. Il a un peu le même problème que Tendam.
La dernière semaine, il aime pas trop ça. Il a toujours du mal en troisième semaine au niveau de la récupération, même s'il a fait des progrès là-dessus. Après, quand il est dans une très très bonne journée, Bok Molena, c'est un coureur qui est capable d'aller chercher les meilleurs leaders du monde. Donc il est capable de suivre Froome dans ses meilleurs jours. Donc il devrait être performant. On aura également Gianluca Brambilla pour l'entourer. Giulio Ciccone, l'italien. Ciccone qui est un coureur qu'on a vu sur Paris-Nice, intéressant. Ce coureur italien, Nicola Conci, Fabio Felline, Michael Gogel, Marc Elisa Rambourou et puis Matteo Moschetti. J'ai pas fait italien, mais voilà, normalement, une équipe tournée autour de Bok Mollema. Et puis si Bok Mollema se foire complètement, on a toujours des coureurs pour tenter des coups comme Brambilla ou Ciccone. Donc c'est une équipe intéressante sur le papier qui me semble l'une des équipes les plus costauds pour entourer un leader en montagne. Et ça peut servir pour faire un rythme lors des étapes complexes parce qu'il y aura des étapes extrêmement longues de montagne sur ce Giro, comme souvent. Dernière équipe, c'est la team Emirates, la team des Émirats Arabes Unis, UAE Team Emirates. Là, le leader, c'est pas compliqué, c'est Gaviria. Fernando Gaviria, voilà, on est tourné autour du sprint pour cette équipe-là, même si, là encore, c'est pas une équipe complète au niveau du sprint. Alors on a Tom Bolli, Simone Consoni, qui va aider plutôt les grimpeurs, je dirais, Valerio Conti, Marco Marcato, qui aidera Gaviria, Juan Sebastian Molano Benavides, et puis deux coureurs qui savent grimper, Jan Polanc, qui avait remporté l'étape de l'Etna. Et puis Diego Ulissi, qui a été performant sur la Flèche Wallonne. Il fait 3 derrière Julien Lafilippe. Il a l'air donc d'être en forme, l'Italien. Et ça fait du bien, parce que ça fait depuis quelques années qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Donc une équipe qui se partagera entre sprint et montagne avec, je dirais, deux co-leaders. D'un côté Gaviria pour les premiers jours de course. Et puis ensuite Ulissi, pourquoi pas jouer un top 10, voire mieux, dans ce Giro, parce que c'est quand même un Giro qui est ouvert, même s'il y a Primož Roglič, on sent que le podium est pas... on a du mal à déterminer un podium sur ce Giro, c'est vraiment ouvert de ce côté-là. Alors le programme, maintenant pour nous sur la chaîne sur le Giro, tous les soirs, tous les matins maintenant, après l'étape, moi je ferai le débrief, mais vous l'aurez en ligne le matin à 10h, donc de chaque étape, je dirais donc les tops, les flops, sur chaque étape, et puis on parlera de l'étape du lendemain, enfin de l'étape du jour, donc, vu que ça sera le lendemain. Donc on va commencer, on va parler de la première étape de ce Giro, étape qui s'élancera de Bologne pour arriver à San Luca, 6 km contre la montre, 8 km pardon, j'ai dit une bêtise, contre la montre quand même, parce que c'est pas un prologue, c'est un peu plus long qu'un prologue. On pourrait croire que c'est un parcours simple, un parcours en ville qui conviendra forcément aux coureurs de contre-la-montre habituels comme des Josh Van Enden ou des Tom Dumoulin. Eh bien, pas forcément en fait, parce que pendant les 6 premiers kilomètres, c'est tout plat. Et puis ensuite, on va prendre un virage et on va se retrouver du côté de la montée de San Luca. Et là, c'est pas facile cette montée de San Luca. Il y a un passage à 16%. Donc avec les vélos de contre-la-montre, c'est pas l'idéal. La moyenne est entre 8 et 9%, mais c'est assez régulier au niveau de la pente, comme vous le voyez à l'image. Je vais même remettre l'image. Voilà, vous voyez, c'est assez régulier. Il y a des passages très pentus, puis il y a des replats. Donc c'est pas forcément facile avec un vélo de contre-la-montre d'avoir des grosses pentes. Donc l'effort risque d'être difficile en fin de contre-la-montre. Il pourrait y avoir des écarts, alors pas des écarts de l'ordre de 40 secondes, mais bon, 25-30 secondes en haut face à des coureurs qui seraient partis trop vite ou qui en auraient gardé un peu trop. Eh bien ça pourrait arriver sur cette étape. Donc pas un parcours facile lors de cette première étape. Et donc on aura des points en haut de la côte, même à San Luca, pour le classement de la montagne. Si des coureurs voudraient faire le meilleur temps dans la montée pour récupérer les premiers points du classement de la montagne. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.